OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Présentement en studio, nous avons Jean Morissette. Bonjour Jean. Salut Carole. Ça va bien? Oui, merci. Oui, on a sûrement beaucoup de choses, de questions à dire, à demander à notre invité, j'imagine. Hein? Ben, lui aussi, je pense qu'il y en a des questions pour toi. On a aussi Manon qui est à la co-animation aujourd'hui. Bonjour Manon. Allô Carole. Toujours, ça va toujours bien? Toujours. Excellent. Ceux qui ont des questions pour nos invités d'aujourd'hui, vous pouvez le faire par texto au 581-500-1196 ou nous envoyer un petit message sous le poster de notre invité d'aujourd'hui, Gilles Durand, que nous avons présentement à la radio, au téléphone. Bonjour Gilles, est-ce que ça va bien? Bonjour Carole. Ça va bien, oui. Oui, bon, il y a quelque chose de nouveau dernièrement qui se déroule dans votre secteur ou tout est sur le... Bah là, présentement, je suis en Belgique, chez ma compagne, parce que moi je suis français, j'habite en France, mais bon, de temps en temps, enfin, tous les 15 jours, je viens voir ma compagne. Voilà, c'est à 400 km de chez moi, comme ça, on s'engueule pas souvent. Voilà. Donc, oui, bah là, je dirais qu'en France, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a toujours régulièrement les repas ufologiques qui se produisent donc un peu partout sur le territoire. Il y a aussi à Paris, il y a deux repas. Il y a un qui s'appelle, deux manifestations régulières. Donc il y a le repas ufologique de Paris et il y a OVNI Paris qui est donc le fait d'un autre groupe. Voilà. OK. Je sais que plusieurs fois, ça fait des années que tu es dans le métier. Justement, tu m'as parlé de ça depuis... Métier, bon, c'est pas un métier. Hein, métier, façon de parler. Oui, passion. Hein. On peut dire métier dans le sens de... C'est une expression qui veut dire qu'on est là-dedans, on trempe là-dedans. Ouais. Oui, effectivement, mais ça fait plusieurs années que tu es là-dedans, toi? Ah bah moi, j'ai commencé quand j'étais tout minot, comme on dit chez nous. Hein, c'est-à-dire que j'avais 14 ans. Hein, c'était en 1969. Donc, faites le compte. Je vous laisse faire, hein, je ne peux pas vous le dire. Est-ce que ça avait commencé suite à une observation ou à une expérience? Non, pas du tout. D'accord. En fait, je suis vraiment devenu actif à 14 ans. Hein. En fait, j'ai sûrement commencé avant, mais c'était un peu plus diffus. J'étais passionné par l'astronautique et je découpais. Mon père lisait plusieurs journaux, Ouest France, La Presse de la Manche aussi, et donc je découpais tous les articles sur l'astronautique, hein, sur les Mercury, Gemini à l'époque. On était en 65-66. Hein. Pas loin de la Lune. Il y avait des articles sur les ovnis aussi, sûrement. Okay. Et vraiment, de façon où j'ai commencé à faire des choses concrètes, c'est en 69. Mais c'est pas du tout suite à une observation, c'est parce que je suis ce qu'on appelle en France de la génération des envahisseurs, enfin des invaders en anglais, hein, la série avec Roy Taylor. Oui, okay. David Vincent les a vus. Mais je sais. Vincent les a vus. Bah ouais. Voilà. Je sais que. En fait, ça a mis le pied à l'étrier à plein de jeunes collégiens à l'époque. Oui, c'est sûr, voilà. C'est sûr. Mais je sais que, même si vous êtes du côté européen, je sais que plusieurs ufologues québécois, canadiens vous ont contacté, comme d'ailleurs, j'ai des salutations pour toi de la part de François C. Bourbeau, d'ici, ufologue à l'époque. Je lui renvoie. Parfait. Je lui renvoie ses salutations, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bon, mais François, si tu entends l'émission et si tu nous écoutes, tu vas savoir, le message a été fait. J'avais dit que je le saluerais pour toi. C'est fait.
Là, on va parler aussi de le Sceau. J'aimerais ça que le Sceau, comme ce qui veut dire le sauvegarde et conservation d'études et archives ufologiques, c'est une association qui a été créée en 1990, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est suite à la vague belge que tout ça a démarré? Pas du tout. Ça n'a aucun lien parce que c'est bizarre, c'est exactement dans les mêmes années. Oui, bien sûr, mais enfin c'est le hasard. Hein. En fait, on s'est aperçu dès les années, fin des années 80, que déjà un certain nombre de pionniers d'ufologie française étaient décédés, d'autres étaient très âgés, et on s'est vite rendu compte qu'il y avait plein d'archives qui avaient disparu, elles avaient disparu pour différentes raisons. Soit elles avaient été détruites, soit on ne savait pas où elles se trouvaient. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et c'est de ce constat-là, un peu dramatique, je dirais, que le Sceau est né. OK. Voilà. Mais qui sont les membres créateurs de tout ça? Alors, il y avait deux équipes, en fait, qui, disons, travaillaient sur un même projet et qui se sont réunies pour finaliser tout ça. Donc, il y avait une équipe parisienne qui avait donc un projet qui s'appelait ESAU, donc Essai de sauvegarde des archives ufologiques. Okay. Donc c'était vraiment un pré-projet. Hein. Et dans l'Est de la France, il y avait le comité nord-est des groupements ufologiques qui eux aussi cherchaient, comme ils étaient un groupement d'associations, ils cherchaient une solution pour sauvegarder l'ensemble des archives des différentes associations qui le composaient. Okay. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. On s'est réunis à Gérardmer dans les Vosges en février 1990. Et là, le projet a vu le jour. OK. Mais les personnes en question, le nom, je veux des noms. Attends, là, j'ai des interférences. Excuse-moi. Voilà, vas-y, recommence, j'ai pas entendu ce que tu me disais. Je veux des noms de ceux qui sont avec toi là-dedans. Alors, les gens qui ont été à la création, des gens qui ont eux-mêmes un peu disparu de l'ufologie, se sont désintéressés ensuite de ça. Donc, le premier président du Sceau était un militaire, donc un lieutenant de l'armée de l'air française. Ah, en plus? Oui. Il s'appelle toujours d'ailleurs, René Faudrin. Voilà. Et donc, moi, j'étais déjà, en 1990, j'étais le secrétaire, je le suis toujours. Donc, 28 ans après, hein. OK. Je suis toujours le secrétaire général. Attends, ça fait 28 ans que tu es là-dedans? Oui. Wow, ouais. 90, 2018, hein, tu fais le compte, hein, voilà. Félicitations. Bon gardien, ça. Un bon gardien d'archives. C'est excellent. Voilà. OK, oui. Tu sais que en 2000, je suis retourné à l'école pour devenir bibliothécaire, documentaliste, archiviste professionnel. Juste pour le Sceau, en fait. Wow. Voilà. Mais t'es pas payé pour ça. Pour être plus efficace au sein du Sceau. Mais j'en ai vécu aussi. Hein. Ça c'est devenu aussi mon métier pendant plusieurs années. Mais est-ce que tu es payé pour faire ce que tu fais ou c'est un organisme sans but lucratif? C'est sans but lucratif, oui. Oh, tu as donc étudié, tu as payé des études pour aller faire du gratis? Non. C'est qu'en fait, là, c'est plus compliqué. Là, franchement, ça sort complètement du cadre de l'ufologie. Mais j'ai eu l'opportunité de faire ça, oui. Ah, OK. De passer mon... de devenir bibliothécaire, quoi. Donc, d'avoir un diplôme. Pour de vrai, là. Mais, disons, en fait, j'ai saisi une opportunité. C'est ton travail? Tu travailles là-dedans à part que dans le Sceau, c'est ça? Comment? Tu travailles là-dedans, tu travailles comme bibliothécaire. Qui me rémunère, j'ai un travail qui me fait vivre, hein, à part ça, et autrement, ça, c'est vraiment, mes heures de loisirs sont en partie consacrées au Sceau. C'est une passion. C'est une passion, c'est bien ce que je disais au départ. Oui. Méchante belle passion, par contre. C'est vraiment une belle passion. Oui, on peut dire ça, oui. Surtout que, depuis les années 60, j'ai jamais décroché de l'ufologie, quoi. Mais je suis pas le seul, hein. Tu regardes notre président actuel, Jacques Scornaud, donc qui est belge, hein, d'origine, hein, même s'il a la double nationalité maintenant, il est franco-belge. Lui, il a commencé en 62. Et il ne s'est jamais désintéressé non plus de l'ufologie. Mais la plupart des membres du Sceau qui
Thierry Rocher, le secrétaire adjoint, lui c'est pareil, il a commencé fin des années 70. OK. Donc, lui aussi, est-ce qu'il est aussi ufologue ou seulement que pour les archives? Thierry est plus ufologue, il fait des enquêtes, etc. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, faut savoir qu'au sein du Sceau, il y a pas de, on n'a pas on ne défend pas une théorie. Voilà. Okay. On ne défend pas une théorie sur les ovnis. On laisse ça à la porte quand on rentre dans le local du Sceau. On laisse tout ça à la porte. Chaque personne a son idée sur l'origine des ovnis. Et il y en a qui sont des sceptiques, il y en a qui croient à l'origine extraterrestre, il y en a d'autres qui pensent que c'est des voyageurs du temps, et ainsi de suite. Tout le panel des hypothèses qui existent est à peu près représenté au Sceau, sauf que, même si on en parle pendant nos séances de travail, comme ça, ce sont des conversations à bâton rompu, le travail que l'on fait au sein du Sceau est un travail totalement détaché je dirais, totalement détaché de l'ufologie de terrain. C'est vraiment la sauvegarde des archives, donc ça concerne tout le monde, quelle que soit l'hypothèse que chacun défend. OK, donc personne ne s'ostine vraiment quelque part. Si vous n'êtes pas toujours sur le même point, le même pied, le point de vue. Vous n'avez pas tous le même point de vue. Voilà. On a tous un point de vue différent sur le phénomène, sauf que quand on est là pour sauvegarder les archives, pour aller sauvegarder un fonds à travers la France ou même ailleurs qu'en France, parce qu'on en a sauvegardé en Belgique aussi, je dirais que oui, là, si on va former une équipe, il y en a un qui défendra l'hypothèse extraterrestre, l'autre qui sera un sceptique, l'autre qui sera un conspi, voilà, qu'importe. Mais le but c'est de sauvegarder les archives, quelles que soient les archives. Et de toute façon, on ne prend pas position sur les documents que l'on trouve. On n'a pas à dire ouais, mais ça c'est un truc de sceptique. Bon, c'est pas intéressant. Non, donc tous les documents sont traités sur un pied d'égalité, parce que tout est intéressant dans le sens où on ne sait pas ce qui intéressera les ufologues de l'avenir. Donc il faut tout conserver. Okay. C'est bien ça. Voilà. OK. Hey, on a des petites salutations à faire parce que je viens de voir ça. Merci Manon en passant d'avoir écrit sur la page, sous le poster. On a notre ami commun Gilles Thomas qui nous écoute en ce moment. Gilles Thomas est membre du Sceau aussi. Hein? Il est membre, mais quand on est membre, n'est pas forcément gardien du Sceau, si je peux dire. Gardien du Sceau, j'aime beaucoup. Si, dès que tu es membre, lui, voilà. En fait, nous, pour sauvegarder, on sauvegarde soit a priori, soit a posteriori. A priori, c'est-à-dire que les gens là, on a encore 2 exemples, là. On a des gens qui viennent de nous contacter, donc des gens dont le papa est décédé il y a 20 ans, et qui ont donc les archives de leur père. Donc ce monsieur qui s'appelait Claude Plessis était président d'une association qui était donc basée à Boulogne-sur-Mer, donc dans le nord de la France. Et pendant 20 ans, les archives de ce monsieur sont restées dans son bureau. Et donc l'un des 2 fils a découvert l'existence du Sceau un peu par hasard, et immédiatement il nous a envoyé un mail, un courriel comme on veut, okay. et pour nous proposer de nous céder des archives pour qu'on les sauvegarde. OK. Mais c'est pas plus loin que jeudi, là, j'ai eu au téléphone un monsieur qui m'a dit voilà, je vous avais écrit il y a quelque temps au Sceau, vous m'avez envoyé de la documentation, donc je vous recontacte parce que j'ai 250 livres et 350 revues à vous remettre. Wow. Combien? Voilà. Combien de revues? Ça fonctionne, hein. Alors ça c'est ce que je disais, c'est a priori. Les gens nous contactent directement en disant on a des choses à vous donner. Mais combien de revues vous avez reçues? 350? Les revues que vous... 350 revues, c'est bien ça? Si je te donne le nombre de revues qu'on a sauvegardées à l'heure actuelle, ça frise les 4000. Aïe, 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 aïe. Les livres, ça dépasse les 3000. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà. ça comprend... Est-ce que ça comprend les coupures de journaux et tout ce qui est... Les coupures de journaux, c'est encore à part. Alors, les coupures de journaux, c'est des milliers. Hein? Wow! Voilà. C'est des... rien que dans le fond de Michel Figuet, donc un ufologue qui est décédé en l'an 2000,
dans son fond, que l'on a sauvegardé, il y a plus de 5000 coupures de presse. Est-ce que vous faites comme une publicité pour vous faire connaître? Bah oui, on est, par exemple, alors donc le sceau, au bout d'un moment, quand même, quand il a des documents en nombre, je dirais. Par exemple, on garde pour les livres, on le dit aux gens, hein, tout de suite, ils sont au courant. On dit, si les livres que nous remettez sont au-delà du 8e exemplaire, on va les remettre dans le circuit. D'accord. Donc on va les vendre comme des livres d'occasion. OK. Sauf si, par exemple, ce sont des livres qui sont annotés. Là, c'est important de garder un livre qui est annoté parce que c'est aussi je dirais que les annotations que l'on trouve dans les livres, si elles sont vraiment conséquentes, elles sont, je dirais, le reflet des recherches ou de la cogitation de la personne qui avait le livre. Donc ceux-là, on les garde, c'est sûr. Plus, on garde 8 exemplaires qui sont, disons, des livres neutres, où il n'y a pas ce genre d'annotation, des livres vierges d'annotation, et ceux-là, on les conserve, on essaye d'ouvrir au fur et à mesure des bibliothèques, jusqu'à 8, parce qu'au-delà, ce sera plus gérable. Donc, pour l'instant, on en a 3 actives, 2 en France et 1 en Suisse. Donc, il y en a une à Metz, dans l'est de la France, une à Grenoble, donc dans la région des Alpes, et une en Suisse, qui est toujours dans la région des Alpes aussi, à Yverdon, donc au musée de la science-fiction. Voilà. OK. Mais sinon, le but aussi des archives, parce que les archives, quand on les récupère, on en fait l'inventaire, le tri d'abord, si c'est nécessaire. Si la personne ne l'a pas fait, on fait le tri, parce qu'il y a des gens qui nous les trient d'avance. Donc c'est déjà, pour nous, c'est important et c'est intéressant, ça nous fait gagner du temps. Puis après, on fait l'inventaire. Une fois que l'inventaire est fait, on publie l'inventaire dans notre bulletin qui sort de façon très apériodique. Ensuite, c'est déposé aux archives de France, c'est-à-dire archives nationales et archives départementales. Chez nous, la France est découpée en départements. Donc chaque département a un pôle d'archives, donc un dépôt d'archives, ça s'appelle les archives départementales. Alors on essaye de trouver, comme c'est compliqué, alors là je rentre dans l'administratif français, donc tu as un pays, tu as des régions et tu as des départements en dessous. Donc on essaie d'avoir un fonds d'archives actif dans chaque région, donc aux archives départementales à vocation régionale, qui sont généralement dans la capitale de région. Voilà, c'est un peu compliqué peut-être pour les Québécois, je sais pas. Ça va bien à date, là. Voilà, donc on a à peu près actuellement une quinzaine de contrats avec des centres d'archives. Il y en a 3 qui sont réalisés, comme on dit, où on a fait des dépôts. C'est à Metz. On a déjà une bibliothèque à Metz, mais on a aussi un fonds d'archives, donc dans l'est de la France. On en a un à Marseille, et on en a donc au nord de Paris, mais bon, on considère que c'est Paris parce que c'est des archives nationales là. Mais à ce moment-là, si on ne veut pas déposer en région, on les dépose là. À ce moment-là, étant donné que vous avez plusieurs endroits où est-ce que vous mettez vos matériaux, je dirais, est-ce que tous vos archives sont, comment on dit, entrées dans les ordinateurs et consultables par fichier sur ordinateur? Est-ce que sont scannés dans le fond? Oui. Tu veux dire, est-ce que tout est numérisé? Oui, c'est ça, numérisé. Scanné, c'est comme... de rire, mais non. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi c'est pas numérisé? Parce que quand tu vois... là, on travaille on a sauvegardé les archives de l'association SOS OVNI, que tu as dû connaître, qui a disparu en 2002, qui était aussi une émanation de l'association d'études des soucoupes volantes qui publiait la revue OVNI Présence. Donc SOS OVNI, disons, publié Phénoména. Et ce qu'on a récupéré, c'est 40 cartons de déménagement. C'est-à-dire des cartons je ne sais pas, d'un mètre cube chacun. Oh, c'est des tonnes de boîtes, ça, là? Voilà, tu vois ce que je veux dire? 40 cartons comme ça. Oui. D'un mètre par un mètre. Hein? Voilà. C'est quelque chose. Quand tu as 40 cartons, disons, j'exagère, c'est pas un mètre cube, mais c'est un demi-mètre cube chacun, je dirais. Pour SOS OVNI, ça, c'est un organisme français? C'était un organisme français? Oui, c'était l'AESV, oui, l'association d'études des soucoupes volantes, était franco-suisse, exactement. Hein. Parce qu'on a eu par Yves Bosson.
Ensuite, en France, c'était Péripétrakis qui s'en était occupé. Donc, ça avait fusionné. Donc, les Français et les Suisses avaient fusionné et étaient tous. Ensuite, c'était basé quasiment exclusivement à Aix-en-Provence. Et donc, à un moment donné, il y a donc une émanation de l'AESB qui est devenue SOS OVNI. Parce qu'en fait, à l'époque, il y a quelque chose que vous, les Canadiens, n'avez pas connu, que nous, les Français, on a connu. C'était le concurrent direct d'Internet, c'était le Minitel. Ah oui. Un système qui était très performant. Hein. Oui, donc, apparemment. Hein. C'est là que l'AESB a ouvert une boîte pour recueillir des témoignages et qui s'est appelée SOS OVNI. Et ensuite, ils ont créé autour de ça l'association SOS OVNI. Parce qu'on a eu un groupe ici au Québec qui s'est appelé SOS OVNI aussi. Ah oui? Ben oui. Oui, bien sûr. Ben c'était François Bourbeau, si je ne me trompe pas. C'était une antenne des SOS OVNI France, SOS OVNI au Canada, bien sûr, oui. D'accord. C'était comme une filière, c'est ça? Comment? Une association entre les deux pays, en fait, peut-être. Est-ce que c'était ça? En fait, c'est plus... disons qu'en France, on a quelque chose peut-être de typique à la France. C'est-à-dire qu'en fait, quand une association devient assez importante, elle se multiplie en antennes régionales. D'accord. Donc SOS OVNI a eu plein d'antennes régionales en France, bien sûr, en Bretagne, dans le Languedoc, dans l'Aquitaine, à Bordeaux, dans le Nord à Lille, etc. Okay. Donc à Strasbourg, etc. Mais elle en a eu aussi en Suisse, en Belgique et au Québec. Ah d'accord, ok, là je comprends. Voilà. C'est beau. Voilà. Ok. C'est ça qu'effectivement, il y a eu un SOS OVNI au Québec. Moi, je voudrais savoir une chose, mon ami, du côté strictement légal, parce que nous, on a essayé ça ici, il n'y a pas longtemps, mais ça a comme foiré pas mal un peu. Et est-ce que le saut, je sais pas, là, je vais dire n'importe quoi, légalement, est-ce que c'est comme une corporation? Est-ce que c'est limité? Est-ce que c'est enregistré? C'est de base, là? C'est ce qu'on appelle chez nous une association loi 1900, hein. C'est une association sans but lucratif. D'accord. Donc c'est un peu comme ici l'OSBL. On ne vit que sur nos propres subsides. Donc quand je parlais à partir du 8e livre, on le remettait en vente en livre d'occasion. La vente de ces livres nous permet d'améliorer le quotidien, si j'ose dire. Pour l'association, d'acheter du matériel informatique. On a acheté, là, au début de l'année 2018, on a acheté du matériel de numérisation professionnelle. Donc on a un énorme meuble dans notre local qui nous fait la numérisation automatique, donc de A4 à 3. Donc c'était vraiment le matériel qu'il nous fallait parce qu'en fait on travaille en ce moment avec l'AFU, donc l'association suédoise, et avec le Britannique Isaac Coy à la numérisation de toutes les revues ufologiques mondiales. Est-ce que vous faites... Donc, non, c'est beau. Continuez. C'est un des travaux que fait le SO actuellement. Mais il y en a plein d'autres. Hein. On a un projet, un de nos membres a un projet qui s'appelle le projet ICAR, et lui, il numérise toutes les émissions de télévision et de radio qui ont été diffusées depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Oh, wow! Alors, donc, on a aussi un fonds de coupure de presse énorme, et d'ailleurs, cette même personne qui s'occupe du projet ICAR est actuellement en train de, entre guillemets, piller les archives du Sénat d'Ottawa. Où il y a toute la numérisation des journaux québécois. Le Soleil, la Presse, le Nouvelliste, l'Action catholique, tout ce que tu veux, quoi. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que quelqu'un peut aller sur votre site, puis je ne sais pas, est-ce que c'est gratis? Est-ce qu'on paye pour ça? Oui, par exemple, les revues qui sont numérisées sont en ligne sur le serveur de l'AFU, donc en Suède. Mais bon, le SO a aussi acheté un serveur, tu vois, comme quoi, pour être complètement autonome et plus être dépendant de fournisseurs d'accès. Donc sur le serveur de l'AFU, il y a une adresse que je pourrais vous communiquer, et dans laquelle vous aurez accès à toutes les revues déjà numérisées,
en France, donc les revues francophones. Est-ce Parce qu'il n'y a pas que des Français, il y a des Belges, des Québécoises. Donc les revues francophones, les revues anglophones, les revues en allemand, en chinois, en japonais, enfin un peu des langues exotiques, si j'ose dire. Donc c'est accessible à tout le monde, oui, bien sûr. Donc, si je comprends bien, le Sceau prend pas seulement que les archives au niveau de la France et en prennent un peu partout. Je veux dire, si quelqu'un... Disons que nous, on s'est quand même limité. Quand on travaille sur ce genre de projet, on se limite à ce qui est francophone. OK. Francophone, Voilà. donc ça peut inclure le Canada français. Ah bah bien sûr, évidemment. Donc, Là, par exemple, nous avons numérisé toute la collection du Faux Québec. Qui travaille pour vous au Québec? Bah ouais. Non, mais qui Donc, travaille tout ce que pour Marc vous Leduc- au Québec? Tout ce que Marc Leduc a édité, c'est-à-dire, il y avait donc le UFO Québec au départ. Marc. Ensuite, il y avait le bulletin ufologique, donc qui s'appelait comment ça s'appelle, le BIUFO, c'est ça, bulletin d'information ufologique. Après, il y avait la lettre d'information ufologique, le LIUFO. Tout ça, on l'a numérisé. Mais comment vous avez fait ça? On aimerait avoir l'accord de M. Leduc pour pouvoir justement le diffuser au niveau public. Il n'est pas prêt encore parce que je l'ai appelé encore. C'est-à-dire que que l'on s'écrit par courriel, dont cette semaine, et je lui ai demandé un document, et il m'a répondu, moi, je ne passe pas mes choses originales. Demande à Yann Vanet, puis là, je suis posé aller le chercher à soir, mais originalement, lui, il veut pas les passer. Fait que si vous les avez eus, bravo. Nous, on les a. Pourquoi? Parce que dans les sauvegardes qu'on a, il y a plein d'exemplaires de UFO Québec. Parce que ça a été diffusé à travers le monde, UFO Québec. C'était considéré comme une des meilleures revues ufologiques dans les années 70-80. OK, c'est ce qui a été public venant de lui, parce que... Oui, bien sûr. Parce que lui a continué individuellement. Bien sûr. Parce que lui a continué... vous parlez en même temps. Oh, excusez. Excuse-moi, je suis désolé. Non, c'est moi Oui, qui... Vas-y, Jean. Non, donc j'allais dire, parce que individuellement, lui a continué après UFO Québec, et ça, lui, ce qu'il fait comme enquête, lui, tout seul, ça, c'est pas accessible, ça. Ah, oui. Tandis que les revues, nous, on connaît 3 revues en France, de Marc Leduc, c'est donc UFO Québec, mais ça, elle est connue dans le monde entier. Et il y en a 2 qui sont moins connues, c'est donc le bulletin d'information ufologique, le BIUFO, et ensuite la lettre d'information ufologique, qui était vraiment des newsletters plus que des vraies revues. Hein. Oui. C'était fait sur des imprimantes à aiguilles à l'époque, etc. Vraiment, c'était le début de l'informatique. OK. Voilà. Exactement. Avec l'écureuil dedans qui roule, qui fait avancer. Qui fait avancer, c'est ça. C'est ça oui, c'est ça, la marmotte qui met le chocolat. C'est ça, ouais. Bien sûr, on est d'accord. Les vôtres étaient plus performants que des marmottes. Nous autres, on avait des écureuils. Oui, c'est ça. Gilles, on va devoir aller à la pause quelques instants, mais tout de suite bien après, sûr, on a encore des tonnes de questions à te poser. Oh, de toute oui. façon, Ouais. Alors, donc la pause dure combien de temps? à peu près 30. Pas 30 minutes. Pas 30 minutes. Non, mais à peu près 3 minutes, un petit peu moins dans ces coins-là. D'accord. Non, j'ai le temps d'aller faire pipi, alors. Ah oui. Si vous n'êtes pas revenu, on va jaser un peu. Exactement. D'accord, oui, ça, je sais que t'es Parce que je m'attendais tellement pas à ça. Avec moi, il faut s'attendre à tout. Hein. D'accord. Voilà. Allez, va faire ton petit caca, on va t'attendre. On revient tout de suite après la pause. OK. Nous sommes de retour en studio avec Jean Morissette, Manon Derry ainsi que Gilles Durand au téléphone. En fait, je répète le numéro du texto, ceux qui veulent nous écrire si ont des questions à poser
à M. Durand ou à n'importe qui d'autre en studio. C'est le 581-500-1196. Et ensuite, Manon aussi qui prend les messages sur la page de Zone Parallèle et qui répond à vos commentaires. D'ailleurs, tantôt, on a parlé de gardiens d'archives et Gilles Thomas me répond ensuite, par la suite, gardien des mémoires de l'ufologie pour les générations du futur. C'est tellement bien dit, mais c'est ça pareil. Et Gilles, t'es toujours là. Est-ce que t'es revenu? Non. Je suis revenu, oui. D'accord. Manon, elle avait une question très importante à te poser. Oui. Et j'ai trouvé ça génial. Allez, Manon, je te laisse parole. Moi, je me demandais, étant donné que vous recevez tous les documents à l'OSO, exemple. OSO. Moi, je ne sais pas pourquoi je dis l'OSO, mais en tout cas, OSO. Mettons, en cas d'incendie ou quelque chose du genre, est-ce que les documents sont protégés dans un... Votre endroit, est-ce qu'il est sécuritaire à ce niveau-là? Une voûte? Disons, quand c'est déposé aux archives nationales, c'est sécurisé, oui. C'est l'institution nationale. C'est officiel. C'est un lieu officiel, les archives nationales. Les archives départementales aussi. OK. C'est sauvegardé à vie. D'accord. Voilà. Et nous, on a un local, effectivement. Bon, il est sécurisé, il y a une porte blindée, tout ce qu'on veut. Mais une fois que les archives... Parce qu'en fait, nous ne sommes que des passeurs. Nous ne sommes pas, on ne conserve pas nous-mêmes ce que l'on sauvegarde, ce qu'on nous donne à sauvegarder. Okay. Une fois que c'est trié, inventorié, mis en carton, carton normalisé aux normes des archives nationales, on les dépose aux archives nationales, c'est coté, il y a une cote, on peut la retrouver. Hein. Une fois que la cote est donnée, on peut le retrouver sur les fiches qui sont publiées par les archives nationales. Vous pouvez aller voir vous trouverez un certain nombre de cartons avec une cote à consulter. Voilà. C'est protégé, oui, de façon tout à fait pérenne. C'est la seule façon de pérenniser les archives, c'est de les confier aux archives publiques. Donc, qui sont sous le couvert du ministère de la Culture, entre autres. On voit le problème que ça pose quand c'est conservé par des entreprises, des associations comme à l'affût, une association sans but lucratif comme le SO, sauf que eux, ils ont choisi de conserver tout ce qu'ils leur est donné, sauf que maintenant, ils n'ont plus de place. Surtout, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient aidés par l'État suédois, et ils ne le sont plus. Oh. Donc, ils n'ont plus de personnel payé. Alors, l'État suédois leur permettait d'embaucher des gens qui étaient plutôt des gens handicapés, par exemple, des gens en fauteuil, qui venaient donc travailler et qui étaient rémunérés par le gouvernement. Et maintenant que le gouvernement ne donne plus de subsides à l'affût est vraiment face à des problèmes sérieux. Il n'a plus le personnel qu'il avait avant, et il a surtout plus de place. Donc il ne sait pas quoi faire. Les nouvelles archives qui arrivent, il ne sait plus quoi en faire, parce qu'en fait, l'État suédois leur payait aussi les loyers des locaux qu'ils avaient. C'était bien ça. C'est plus le cas aujourd'hui. Je crois pas que l'on ait ça au Québec ici. Ni au Canada d'ailleurs. Tu avais une autre question, je pense qu'il y a peut-être, je ne sais pas comment est la législation au Québec ou au Canada en général. Nous, c'est vrai qu'on a quelque chose, on a ce qu'on appelle au niveau des archives nationales les fonds d'archives privées. D'accord. Et le SO fait partie d'un fonds d'archives privées. Voilà. Alors, ce que j'ai pas dit, effectivement, j'ai dit tout à l'heure que Gilles Thomas était membre du SO, mais surtout, il apporte au SO justement les mémoires de l'ufologie pour les générations futures. C'est ça, le travail qu'il fait aussi, principalement au SO. D'accord. Voilà. Parce que bon, ce qu'il diffuse dans ODH TV, ce sont des montages, des interviews qu'il fait. Ah, et que nous, au SO, on récupère les rushs. D'accord. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. En fait, à ODH, on a un bon aperçu avec ce que Gilles fait de ce qui s'est passé. Il va chercher ça aussi dans les archives, comme quoi qu'il y a eu telle histoire. Ben, je trouve ça génial. On travaille donc main dans la main, parce que oui. le SO a un énorme répertoire d'ufologues actifs ou non actifs. On a plus de 7000 personnes dans notre répertoire. Alors bon, c'est un répertoire qui est géré
avec la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et liberté. Donc on ne peut pas vendre nos informations. On est obligé de les garder pour nous, mais les membres peuvent s'en servir. Donc Gilles peut se servir de ce que le SO a récupéré comme information sur les ufologues qui ont été actifs en France, ce qui lui permet donc de retrouver des gens et d'aller les interviewer. D'accord. Monsieur, est-ce que vous travaillez par anticipation, mettons, est-ce que vous seriez apte à approcher un ufologue, mettons, Jacques Vallée, pour lui demander, le jour où tu ne seras plus là, est-ce que tu pourrais nous léguer ta documentation? Pouvez-vous faire ça? Oui. T'es médium? C'est la question que j'allais aborder. Oui, je le suis. Oui, il est médium aussi, en fait. C'est même pas une farce, c'est vrai. Bon, on approche les gens, comme tu dis, et on leur propose un contrat. D'accord. Un contrat à terme. Okay. C'est-à-dire, en fait, ils signent avec nous un contrat de sauvegarde de leurs archives. C'est-à-dire que le jour où ils décèdent, par exemple, ou alors quand ils s'intéressent plus aux ovnis, ça arrive, hein, oui. les gens qui nous ont cédé leurs archives, parce qu'ils avaient arrêté de s'y intéresser, ou ils considéraient qu'ils avaient fait le tour de la question. On a eu Claude de Macduff ici au Québec. Voilà, donc qui a en eu fait, ça. on a des contrats qui sont signés par des personnes toujours vivantes, actuellement toujours actives, depuis plus de 20 ans. Donc le jour où ils disparaîtront, comme notre président Jacques Corneau, comme moi-même, j'ai signé 2 contrats, un pour moi-même et un pour une association que j'ai eue entre 1981 et 1991. Voilà. Ah, OK. Intéressant, ça. Voilà. Donc voilà, on anticipe ce qu'on appelle donc la sauvegarde préventive. Ah, ben, c'est bien, c'est bien. Donc, vous approchez tous les groupes connus au monde pour leur demander ça? Non, pas au monde, uniquement francophone. D'accord, excusez. Oui. On se perdrait très très vite. Hein, mais là, oui, mais ce que je voulais dire, c'est que la francophonie, il y en a quand même à travers le monde, mais bon, c'est pas grave, là. Oui, tout à fait. OK. Comme là, comme... Il y a des ufologues français en Australie, c'est clair. Hein. Oui, ben oui. Moi, Gilles, j'ai une sœur qui est un adepte aussi. Elle aime bien parler de ça, ces trucs-là. Alors, bonjour Chantal, je sais qu'elle m'écoute parce qu'elle pose des questions justement pour le public, des questions du public. Elle est toujours là, elle n'en manque pas une. Mais admettons que Chantal trouve une archive X dans un vieux journal ou sur le web, mais que ça n'a jamais été publicisé. Est-ce qu'elle peut, elle, à son tour, vous les envoyer, même si elle n'est pas ufologue? Bien sûr. Bien sûr, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement ufologue. En France, on définit les gens selon 2 critères, ceux qui s'intéressent aux ovnis. Hein. Il y a les ufologues et les ufophiles. Les ufologues, c'est ceux qui sont actifs, et les ufophiles, c'est ceux qui s'intéressent, qui aiment ça, mais qui ne participent pas spécialement de façon active, permanente. Ah, c'est bon. Voilà. Ah. Ufophile, ça fait... Ouais. Un nouveau terme. Exfile. Pour nous. Mais qui ne sont pas actifs. C'est souvent des gens qui collectionnent. Oui. On connaît des ufophiles qui ont d'énormes archives. Parce qu'en fait, ils achètent tout ce qui sort. Voilà. Ils achètent tous les bouquins qui sortent, ils achètent tous les DVD, tous les CD, tous les trucs qui sortent, ils téléchargent tout ce qu'ils peuvent télécharger, et ils ont des bases de données énormes. Mais en fait, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est une sorte de collectionniste. OK. Ils sont collectionneurs. Admettons, moi, là, je consulte un de vos trucs que j'aimerais me procurer, un livre que vous avez en main, et que, à ce moment-là, vous me le vendez, c'est ça? Oui. Alors, c'est juste, oui, effectivement, mais c'est juste si on en a déjà 8 exemplaires avant. OK, mais s'il en reste qu'un exemplaire, est-ce que vous le numérisez aussi pour le sauvegarder encore plus? Alors, on n'a pas commencé à numériser les livres. Hein. C'est très, très dur, c'est très compliqué. C'est plus compliqué que de numériser des revues, parce qu'il y a une reliure, etc. On a du matériel qui est en train d'être mis au point pour justement faciliter la numérisation des livres. On a un de nos membres, Gilles Munch, qui a créé, parce que c'est un professeur de génie mécanique, donc il est dans son domaine là, il a inventé une machine pour pouvoir numériser les journaux grand format. Les très très grand format qu'il y avait avant les tabloïds, quoi. Donc en fait c'est une table soufflante
qui permet donc sur une vitre de coller, donc c'est derrière la vitre, ça souffle par en dessous et ça permet au journal d'être collé sur la vitre et ensuite d'être photographié. Génial. Wow. Voilà. Et OK. Non, il ne faut pas croire, on n'est pas simplement des petits collectionneurs ou des petits collecteurs plutôt d'archives. On n'a pas dit ça. On travaille pour essayer d'améliorer les choses et de permettre que tout soit numérisé à un moment donné. Okay. Mais ça va demander des décennies et nous, on sera peut-être morts avant d'avoir tout fait. Il pourrait pas aussi inventer un appareil justement pour les livres, vous savez, plutôt que de les casser pour les numériser, on les met. En tout cas, moi j'ai l'image en tête. Là, on les mettrait sur le côté de l'image. Tu fermes le couvert, mais t'as pas besoin de casser le livre. Pour ça, hein. Pardon? Il existe du matériel, pour ça, mais très très cher. Hein. Ah, d'accord. Ben, à moins de prendre des photos de chaque page. En fait, qui ouvre le livre à une page et qui bloque les deux pages. Et en fait, c'est photographié. Il y a deux caméras qui photographient la page de gauche et la page de droite. OK. Et ainsi de suite. Mais ça demande un boulot monstrueux et c'est très très cher. Il y a vraiment que les archives nationales et la Bibliothèque nationale de France ou toutes les bibliothèques dans le monde qui peuvent se permettre d'acheter ce genre de matériel. C'est de la patience. Des dizaines de milliers d'euros. Hein. Ben là, des dizaines de milliers de dollars canadiens. Surtout si les livres sont des livres de 400 pages et plus, là, ça finit plus, là. Oui, mais c'est pour ça que ce matériel est fait pour ça, mais vraiment, il est réservé aux professionnels. Le faux ne pourra jamais s'en acheter un, à moins de le fabriquer lui-même. Mais je suis pas vraiment certain qu'on ait les compétences pour le faire malgré tout. Mais il y a des bénévoles, je suis certain que si vous feriez un appel qui serait volontaire, là. Il y a des campagnes au niveau donc des institutions, je dirais, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis ou partout à travers le monde. Actuellement, il y a des campagnes de numérisation, mais qui n'arrêtent pas. C'est permanent. Il y a des fonds qui sont débloqués par les gouvernements pour numériser des tas de documents. Ah, à un moment donné, on aura tous les documents, pas tous les documents, j'exagère, mais par exemple, au niveau des livres, on aura bientôt, effectivement, dans 20 ou 30 ans, on aura certainement la totalité des livres ufologiques numérisés. Ah, super. J'ai une question de Sonia Toulouse que je salue en passant. Moi, je serais peut-être plus, je serais très très vieux, ou alors je serais plus là. J'ai une question de Sonia Toulouse que je salue en même temps, mais Jean, peut-être que tu pourrais répondre à sa question. Vas-y donc. Est-ce que elle demande si on a des revues et des archives venant du Québec? En fait, nous ici, on a plusieurs revues, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà archivé le nombre de revues les plus importantes? Oui, il y a François Bourbeau qui a quelque chose d'absolument phénoménal comme collection de revues, de livres, parce que lui, à un certain moment donné, il était à la télévision, donc tous les éditeurs lui envoyaient les livres, les revues, tout ça. Fait que lui a tout ça, là. Je pense pas qu'il s'en soit débarrassé. T'es mieux pas, François. Et moi, j'en ai pas mal. J'en ai même en double puis en triple. Donc, si toi, Jean, tu veux en envoyer au Sceau pour qu'il y en ait une copie, c'est faisable. C'est faisable. Est-ce que vous avez en tout cas, on pourrait se parler après ça hors d'onde, là, pour savoir si vous avez les revues Alter Ego, Enigma par Christian Page, ce genre-là? Disons que j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas si on en a beaucoup. Hein. C'est au petit bonheur la chance de ce qu'on trouve dans les fonds qu'on sauvegarde. Hein. Okay. Il y a des gens qui avaient beaucoup de revues, d'autres qui en avaient très peu, d'autres qui ont des collections très très partielles, hein, où il manque beaucoup de numéros, par exemple. C'est pour ça qu'on essaye. Chaque dépôt qu'on a donc aux archives nationales et départementales, en tête des dépôts, on met les revues. Donc on essaie de mettre des collections de revues les plus complètes possibles. Et en fait, on alimente ensuite, quand on fait un dépôt suivant, on alimente avec les numéros qui manquent jusqu'à avoir une collection complète. OK, comme il y a eu des... qu'est-ce que vous disiez tantôt? C'était des newsletters, je pense, quelque chose comme ça, comme La Trace, qui a eu juste deux numéros. Ça, je les ai. Parce que j'ai eu la chance d'avoir la collection de Jacques Poulet, qui avait travaillé avec Christian Page dans le temps. Et lui, il avait tout ça. Il m'a fait un
un prix pour les livres, pour les archives, puis tout ça. J'ai dit oui, je l'ai payé. Et j'ai ça. Et je m'en passerai pas, là, présentement. Là. Ça vaut la peine. C'est une mine d'or, ça, là. Wow. Ça, j'imagine, oui. C'est pour ça que quand je serai plus là, moi, ça va aller à Carole. Après ça, on en fera ce qu'elle veut. Là, mais, Hey, vous l'avez entendu, là? Hein? Vous êtes témoin. Vous êtes témoin, c'est témoin. Emmène-toi un camion. Ben. Là, on parle ici d'un podcast qui peut être réécouté. Oh, excusez. Non, je te le dis, je te l'ai déjà écrit. Ça. Ben justement, c'était ma question. Oui, je le savais, Jean. Merci beaucoup de ta confiance. C'est un plaisir, voyons. Mais justement, en parlant de podcast, est-ce que un podcast pour vous est considéré comme une archive potentielle parce que il y a beaucoup d'émissions de radio ou de télévision qui parlent uniquement de ça? Mais je me demande si ça, c'est récupérable pour côté archiviste. Bah, nous, on considère, oui, que un podcast, c'est une archive, oui, bien sûr. Ah, bien ben, sûr, évidemment. Au même titre que les ODH TV et les mémoires de l'ufologie. Exactement. C'est ce que je disais. Le projet ICAR de Jean-Claude Leroy, c'est ça, c'est sauvegarder tout ce qui, tous les documents audiovisuels. Donc, ont été diffusés, publiés, enfin, disons, diffusés, oui, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui veut réécouter un podcast de, mettons, Jean Cazot, qui avait son émission ici, Les Faits Maudits, et s'il y a un lien, comme je sais que maintenant, il y a un lien sur YouTube pour réécouter toutes ces émissions, ou que ce soit lui, ou que ce soit les miennes, ou que ce soit les vieilles émissions de François Bourbeau. Justement. C'était très intéressant. Oui, c'était très intéressant ce qu'il faisait comme travail à l'époque. François, c'est quelque chose que tu écoutes et tu veux vraiment... Tu as l'impression de tout comprendre, de tout savoir ce qu'il dit. Puis c'est vraiment... en tout cas, moi, je trouve que c'était une très, très bonne émission. Oh, oui, c'est juste dommage qu'il n'y ait plus ça, ce genre d'émission télé-là, parce que c'est quelque chose, là. Mais les gens se tournent aujourd'hui sur le web, comme justement Gilles Thomas fait ODH, avec ODH. Donc, on reçoit... Mais je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien. Mais peu de gens vont faire une émission télé sur des preuves réelles. Oui, mais oublie pas, Carole, puis tu le sais, ici, c'est une question de budget. Ils vont aller chercher les séries américaines qui vont traduire en parlant par-dessus le gars qui parle en anglais, que l'on comprend rien. C'est ça. Et là, ça nous coûte pas cher. Fait que, ça passe, ça. 3 fois moins cher qu'ici, en fait. Alors que même dans le temps, sur le câble, les émissions à François, c'était 15 fois meilleur que ça, là. Fait que là, t'es conscient, Gilles, que le podcast que tu écoutes présentement va devenir une archive. Tu vas être là. Mais bien sûr, j'espère bien, oui. Faut que je laisse une trace dans ce bas monde. Ben oui, exactement. Surtout avec le nombre d'années que tu fais ton bénévolat, là. Et mon dos, oui. Ça mérite bien ça. Hey Gilles, je pense qu'on a abordé le sujet, mais je suis pas sûr de l'avoir entendu. Quand on veut aller consulter vos archives, est-ce que ça coûte quelque chose? Puis 2, c'est quoi l'adresse? S'il te plaît. Pour ce qui est des archives, la numérisation des revues francophones ou autres, non, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Sinon, si tu veux aller consulter les archives papier que l'on dépose aux archives nationales en France ou ailleurs, c'est gratuit, bien sûr. C'est accessible à tout citoyen français, enfin à tout citoyen même de l'étranger, parce que c'est un peu loin là maintenant. Consulter les archives. Mais voilà. Mais votre site sur lequel on peut aller lire ces archives-là aussi, c'est où? Alors, bon, faut que je vous donne l'adresse. Mais bon, pour l'instant, notre site, le site du Sceau, lui, ne propose pas encore d'archives. Hein? OK, donc là, j'ai mis le lien. On présente donc comment se rendre aux archives. D'accord. Les consulter, hein, les archives physiques. Hein, comment aller consulter les bibliothèques qu'on a déposées aussi à travers la France. Bien sûr, on a déposé des bibliothèques, les livres ont été déposés dans les bibliothèques, c'est parce qu'en fait, les archives nationales et départementales ne prennent pas les livres en France à cause d'un système qui s'appelle le dépôt légal.
D'accord. Ouais. Tous les livres sont au dépôt légal. Donc, les archives nationales, les archives de France en général, ne souhaitent pas s'encombrer de livres qui sont, eux, sous le coup du dépôt légal, ce qui veut dire qu'ils sont déposés à la Bibliothèque nationale de France, qui est encore une autre institution. Voilà. Donc, pour ne pas pouvoir offrir ces livres à la lecture, on a signé des contrats avec des bibliothèques qui ont accepté d'accueillir une collection de livres ufologiques. OK. Mais vous... Nos bibliothèques s'appellent Bibliothèque ufologique et parasciences. Parce qu'on est plus ouvert que l'ufologie. Parce que dans toutes les archives, on trouve autre chose que l'ufologie. On trouve aussi des documents sur le paranormal aussi. C'est quasiment systématique. Donc l'ufologue a une plus grande ouverture d'esprit que l'ufologie, disons, stricte. Donc, tu veux dire des cas fantomatiques, apparitions fantomatiques, vous avez ça aussi en grosse partie? Oui. Ben, c'est donc bien intéressant, ça. C'est bien, ça. Mais dans vos locaux même, l'autre jour, Carole m'a envoyé un lien pour me faire connaître, pour vous faire connaître à moi. Et vous aviez des boîtes avec plein de diapositives. Vous avez ça? Physiquement? Avec des diapos? Des diapositives? On a on a toutes les au niveau, on a de tout, hein. On a des archives de toutes les formes. D'accord. On a des CD, des DVD, des bandes magnétiques des années 60. On a des livres, des revues sous forme papier. Bien sûr, c'est quand même la majorité des archives. Mais on a aussi toutes les documents déclassifiés des agences américaines, donc CIA, FBI, qui traînaient à travers le monde après qu'elles aient été déclassifiées dans tous les groupes ufologiques dignes de ce nom. On avait reçu, on avait acheté certains toutes les boîtes de diapositives des documents déclassifiés aux USA, ouais. Ah, mon Dieu. On en a des tonnes, hein. Je crois qu'on en a 30 racks. Wow. Es-tu en train de dire que si je décide d'aller passer une semaine en Europe, je risque de passer ma semaine dans des cartons? Tu viendras chez nous voir comment ça se passe. Ça, j'aimerais ça, moi. Moi tout. Entouré de boîtes d'archives. Alors, venez, traverser l'Atlantique. Ah ouais, n'importe quel moyen, à la nage, en canot. On va sortir notre ado, là. Oui, Canot d'écorce. Voilà. Après, nous, on a des bateaux qui vont très très vite. Hein. Là, la route du monde, on fait ça en une semaine. Hein. Non, mais il y a d'autres choses qui existent aussi. Ils appellent ça justement l'avion. Ouais, c'est tout nouveau, ça, d'hier. L'avion. Ouais, tu sais, le tube. Par train. Ben oui, tu sais, c'est un genre de tube avec deux grandes patentes. Ça ressemble à des ailes. Là. Alors, je sais pas si vous l'appelez toujours comme ça, mais moi j'ai vu dans les vieux journaux canadiens que je consulte, que m'envoie Jean-Claude Leroy à consulter. Donc en fait, je vois que vous appeliez ça des aérobus. Aérobus? ça, c'est les méga. Ça, c'était pas dans une marque. Dans les années 50-60, vous appeliez ça les aérobus. Ah, ben peut-être que non. Comme autobus, mais aérobus, parce que c'est dans les airs. Peut-être, oui. Peut-être que c'était un mot à la mode à ce moment-là. Ouais, ça me dit rien pantoute. Je pense que c'était plutôt lié aux lignes intérieures, en fait. Tu vois. Ou c'était peut-être parce que c'était un immense, les immenses avions, peut-être plus larges, plus... Il y avait les Airbus, mais aérobus, je connais pas. Oui. Ah bon, oui, mais dans la presse québécoise, moi je le vois quasiment dans chaque journal que je regarde, il y a un accident d'aérobus, ou un aérobus a eu des difficultés d'atterrissage, enfin des choses comme ça. Hey. Parce que c'est vraiment un terme qui était typiquement québécois, je dirais. Hein. Il a peut-être disparu depuis, mais dans les années 50-60, c'était vraiment le mot qui était utilisé systématiquement. C'était peut-être un québéquissime comme érablière. Moi, lorsque j'étais jeune et qu'on allait voir dans le dictionnaire Larousse, érablière, c'était marqué que c'était un québéquissime, c'est-à-dire un mot juste pour ici, comme de la poudrerie. En France, ça n'existait pas. Ils n'ont même pas de neige. C'est ça. Oui. Plus maintenant. C'est quand même quelque chose d'assez explosif. Hein.
Non, il faut-tu être, hein? On est Québécois, puis on se fait dire qu'est-ce qu'on dit nous-mêmes au Québec, mais par la France. Mais dans les années 60, moi, j'avais à peu près 5-10 ans. Fait que Quoique, et là, moi, j'ai une note à dire, par exemple. J'ai une de mes sœurs qui recevait justement des autobus de Français qui venaient visiter le Québec. Et la plupart, ça m'a fait rire. Ça date de moins de 10 ans, là. Les gens, la plupart des Français qui débarquaient étaient certains qu'on était tous en bottes à vache, avec des ceintures fléchées, des chemises carottées, puis on couchait dans des tentes amérindiennes. Tu sais, des tipis. Non, mais là tu étais tombé sur des Français pas très éduqués, à mon avis. Ben, exactement. Oui, mais ça, c'est des stéréotypes qui sont... C'est jamais l'image que j'ai eue des Québécois. Ah non, mais quand quelqu'un... Je veux bien, mais... Non, mais c'est parce que les personnes, l'autobus qui a débarqué, je ne sais pas du fin fond de quel coin de la France ont débarqué, mais ils ont tous été déçus de voir qu'il n'y avait pas de tipi et nos ceintures fléchées. Ben, on a ça, mais au village indien, ici, à Stadaconé. Eux, en fait, ils devaient être en bottes en caoutchouc avec une baguette sous le bras. Hein? Ben, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on pense. C'est un stéréotype, les Français avec calepin sous le bras. Là, oui, c'est ça. C'est les stéréotypes, c'est clair. Ça s'entretient encore. Fait que, gars, non, les Français, on ne fait pas couler l'eau par un écureuil qui tourne autour d'une roulette. Non plus. On a vraiment l'électricité. Mais ça prend du temps pour changer les mentalités. Moi, je travaille à la Société des alcools du Québec, puis il y en a encore qui viennent à la Régie des alcools. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans que ça n'existe plus. Fait que changer les mentalités, c'est pas du jour au lendemain. Non, effectivement. Imagine-toi pour les ovnis que le monde sont sûrs que c'est pas vrai. Okay. Imagine-toi. Là, Gilles, si tu vas aller te faire un café... oui. Maintenant, je vais pouvoir aller me faire un café. Oui, tu peux aller te faire un café parce qu'on va retourner à la pause. Je dis ça de même, ça fait plus subtil. On va aller à la... 3 minutes de répit? À peu près. OK. Ça fait qu'on revient tout de suite après. D'accord. Moses, que je l'aime, ma musique d'intro, puis de retour en ondes, percutante. Et je reçois beaucoup de commentaires d'ailleurs là-dessus. Le monde adore ça. C'est vrai. Là, à date, je n'ai pas reçu aucun texto, fait que j'imagine que les questions toutes supposées sur Zone Parallèle. La page sur le poster, comme tantôt, Manon gère tout ça au bout de son micro à quelque part. Elle a le nez sur la page. Est-ce que ton café est fini? Oui. Et tu m'as fait un saut. On n'en a pas eu, nous autres. On n'a pas eu, nous autres. Attends, on m'a sorti mon... bon café français, là. Un bon, voyons... Bien serré, oui. Apparemment que si on va chez vous, tu nous en ferais du bon, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Du bio. Hey, Gilles, j'aurais une question qui fait affaire à ta mémoire. Mais ça se peut que tu puisses pas me répondre tout de suite. Mais moi, c'est important pour moi. Est-ce que vous avez eu des cas en France ou dans la francophonie, mettons, où est-ce qu'il y avait comme des résidus à terre qui sentaient genre soit l'hôpital ou le chloroforme? Est-ce que, par cœur, tu te souviens de ça? Ça ne me dit rien du tout. D'accord. Non, je ne pense pas qu'on ait eu ça. Parce que l'on a eu 2 cas, nous autres ici. Des choses, effectivement, il y a eu un cas dans l'Aube, donc à côté de Troyes, donc le témoin s'appelait Monsieur Gâteau. Donc l'objet qu'il a vu était une forme de citerne un peu. Quand il a été élevé, il a été voir où il avait atterri, parce que c'était un objet au sol au départ. Et il a récupéré des sortes de scories. Mais là, au niveau des restes au sol, ayant des odeurs d'hôpital, non, je vois pas trop de chloroforme, ça ne me dit rien. Est-ce que ces scories-là ont été analysées? Est-ce que tu le sais? Oui, tout à fait, oui. Et ça l'a donné quoi?
Bah, ça a donné, comment il s'appelle, Jacques Vallée travaille dessus actuellement, Ah, d'accord. entre autres. Voilà. Mais autrement, les premières analyses n'ont pas donné grand-chose de particulièrement extraordinaire, quoi. Ah, d'accord. OK. Mais tant Et est-ce que. qu'on avait à l'époque, parce que comme ça s'est passé dans les années 60, est-ce qu'on avait les moyens technologiques de faire les analyses qu'on sait faire aujourd'hui? C'est vrai. Voilà. C'est Parce que tu sais- l'ADN. Mais bon, il y avait plusieurs morceaux, et il y en a qui ont disparu, les gens se les sont échangés, il y en a un qui est au GEPAN, si je ne m'abuse, il y en a eu, pendant un moment, Marie-Thérèse de Brosse en avait un, enfin bon, Jimmy Dieu en a eu aussi, ça s'est un petit peu disséminé dans la nature, il y en a qui ont été cassés exprès pour essayer de les analyser, donc on les a fracturés, ainsi de suite, quoi. Enfin bon, c'est une histoire que j'ai pas vraiment suivie de près, D'accord. et ça a donné lieu à pas mal d'échanges assez vifs, parce qu'il y a des gens qui voulaient s'accaparer ces morceaux, et s'accaparer le cas surtout, et s'accaparer les témoins pour pouvoir en faire du pognon. Ah. Mais tu es au courant que Jacques Vallée, il n'y a pas longtemps, qui a donné une conférence chez vous À en Paris. France. À Paris, Oui, tout à oui. fait. Et c'est En 2017, qui a fait analyser un morceau devenu un cas des années 50, je pense. Mais il dit que, selon l'analyse, le morceau, c'est impossible que ça soit terrestre. Impossible. Oui, ça c'est ce qu'il dit. Ouais. Bon après, moi je ne peux pas avoir d'avis parce que je ne suis pas un scientifique de ce domaine-là. Donc, je comprends. Donc, je ne vais pas ni aller dans le sens de Jacques Vallée, ni dire que je suis pas d'accord avec lui parce que je n'ai pas les compétences. D'accord. Ben, Il les a c'est ça. probablement plus que moi, ou s'il les a pas, il peut avoir accès lui à des gens qui les ont. Après, bon bah moi j'enregistre ce qu'il dit et sans vraiment prendre position là-dessus. D'accord. Je trouve déjà qu'il y a assez de wannabe enquêteurs qui savent même pas de quoi ils parlent, que les gens, la plupart, ils n'ont aucune connaissance scientifique et qui confirment, oui. C'est un énorme problème. Ben oui, beaucoup font C'est un énorme d'affirmations. problème, les enquêteurs ufologues. C'est ça, beaucoup. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune compétence dans des tas de domaines. Exactement. Aucune compétence en météorologie, en astronomie, aucune compétence, je sais pas, en physique, etc. Tu sais, chez nous, LDLN, donc Lumière dans la nuit, qui n'était pas une association, en fait, qui n'était qu'une revue et qui a créé des cercles à travers la France, un petit peu, bah, quand je parlais tout à l'heure, hein, Ben aux oui. États-Unis, il y avait des antennes, bah, eux aussi, ils avaient plein de cercles, il y avait jusqu'à quasiment un cercle, voire plusieurs par département français. Donc il y a 95 départements en France quand même. OK. Donc LDLN avait par contre un réseau d'enquêteurs, mais qui était centralisé. Et il donnait des cartes d'enquêteurs. Sauf qu'il donnait des cartes d'enquêteurs à des gamins de 12 ans. Ah. OK. Mais leur revue était très intéressante. Moi, j'en ai, moi, des années 70-80 qui étaient... je crois, 8000 cartes, ou 8 ou 9000 cartes d'enquêteurs entre 1958 et les années 90. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu avais un gamin de 12 ans qui venait voir un monsieur qu'on avait 50 et qui avait vu un truc... et que le gamin dit « Ouais, je suis un enquêteur lumière dans la nuit », donc il retournait, il donnait un coup de pied au cul, il dit « Va voir ailleurs ». Tant qu'à parler d'anciens cas, justement, dans les plus vieux cas que vous avez dans vos dossiers, ça date de quand? Alors, donc, le SO n'a pas spécialement de cas dans ses dossiers. C'est-à-dire que si je parle de cas anciens, c'est que moi, personnellement, j'ai un fichier qui s'appelle Histocat, qui est un catalogue des cas avant Kenneth Arnold. Voilà. Oui. Et j'en ai sorti 2, là, si ça vous intéresse. Oui, Absolument. justement. J'ai sorti une ERR4. OK. Ouais. Allez, raconte. La date est incertaine. Hein. C'est entre 1655 et 1656. 1600? 1600. Hey, oh, 16. 1600. 1655 et 1656, voilà. OK. Et ça se passe où, à votre avis? Ben, c'est sûrement en Europe, hein? Canada. Hein? Hein? Tu me fais tomber en bas de ma chaise. 1644, non? 1655 ou 1656. Voilà. Ah, ben, Hey. je connais le code de 1644, mais je connais pas le tien, par exemple. Vas-y. Voilà. Alors ça, je vais vous dire, donc j'ai les références exactes, là, c'est tiré des relations des Jésuites dans la Nouvelle-France. Donc c'était bien l'ancien nom du Canada. Si je Oui, Ouais, absolument, oui. Ah ouais.
Donc dans le volume 3 de 1658, page 34, on trouve le texte suivant. Je vais pas vous le lire en entier parce que c'est compliqué, parce qu'il y a plein de noms de tribus indiennes que je ne connaissais absolument pas. Okay. Et c'est très très compliqué à lire parce que voilà. Bon. En fait, je vais vous résumer le cas. Donc il y a une tribu qui va faire la guerre à une autre tribu. Sauf que, bon, la guerre se termine, tout le monde rentre, sauf un certain nombre de soldats qui sont tués soit au combat, soit qu'on ne retrouve pas. Et effectivement, il y a 1 an après la fin de cette guerre, il y a 3 soldats, trois Indiens, qui reviennent dans leur tribu, et ils racontent, en fait, qu'à un moment donné, ils étaient perdus, et ils ont rencontré une tortue géante. Arrête donc. Vous voyez un peu la forme d'une tortue géante. Ouais. Près duquel il y avait un nain qui se disait qu'il avait un nom absolument à coucher dehors avec un billet de logement, je vais pas vous le dire. C'est absolument imprononçable. Hein. Et dont la traduction donc en français est celui qui tient le ciel. Tiens donc. Hey, voilà. Gilles, non. Là, wow, minute. Il faut absolument que tu m'envoies ça. Ouais. Je veux le... C'est pour ça que je l'ai exhumé de mon film. Oh, ça, je veux voir ça. Je veux voir ça. Je vais le lire en ondes au pire. Et en fait, c'est... Dans ce cas, il y a plein de choses. Il y a qu'en fait, il y a un missing time. Ils reviennent, alors tout le monde est revenu, eux ils sont paumés. Pendant un temps, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait pas non plus ce qu'ils ont fait eux-mêmes d'ailleurs. Ils ont peut-être fumé de la pipe. C'est extraordinaire, quoi. En fait, la forme de la tortue géante, ça rappelle une forme d'ovni. Ben oui. Non, sérieux. Le nain, voilà, qui dit je tiens le ciel, voilà. Ou alors je viens du ciel. Je sais pas. Ben oui. Ça ressemble à ça. C'est, voilà. Donc, ça va pouvoir vous faire aussi réviser l'histoire des Amérindiens du Canada, parce que vu le nombre de... Allô? Oui. On t'écoute, mon ami. On est tout oui. Allô? Oui, lui, il nous entend plus. Il y a quelqu'un qui m'appelle, donc je vais couper la com qui m'appelle pour pouvoir rester avec vous. OK. Merci. Ça y est, c'est bon? Oui. Voilà. Donc, quand je dis, il y a plein de noms de tribus indiennes que je ne connaissais absolument pas. Vous allez pouvoir les découvrir vous-même, ça va être génial. C'est fou. Oui, mais les Indiens... C'est c'est très très étonnant. Hein. C'est un cas très étonnant. Même moi, si je suis par ailleurs un sceptique pragmatique, comme je le définis, je trouve ce cas effectivement très intéressant. Mais les Indiens... Je peux vous en donner un autre dans les cas anciens que j'ai retrouvé. C'est un... Je sais pas où il est d'ailleurs, il doit être là. Je crois qu'il est là. C'est au Canada aussi? Non. Tout se passe pas au Canada, non, franchement. Faut un peu que ça se passe en France. Pour moi, l'autre au Canada, c'est dans le coin chez nous. C'est dans quel livre? T'en fais pas, tu vois. Je sais pas où ça se passe exactement, parce qu'il donne pas le détail. C'est dans quel livre, mon ami? C'est quoi le titre? Tout le volume, parce que c'est compliqué. Voilà, donc c'est un cas qui se passe sur une route entre Manosque et Villeneuve, donc c'est dans le sud de la France, c'est dans les Alpes les Hautes-Alpes, pardon. Donc ça se passe en 1812. Alors donc en fait c'est suite à un tremblement de terre. OK. Donc le 4 mai 1812, ce qu'on appelle un coche, donc un engin qui est tiré par des chevaux qui transporte des passagers, l'ancêtre du bus, si j'ose dire, donc sur la route de Manosque. Et aux approches de la voiture, un ballon lumineux voltige sur le chemin. Voilà. Et à un moment donné, il se divise en 4. Et là, bien sûr, la personne qui écrit dit « Les voyageurs ont eu leur vue tellement troublée qu'ils ont cru voir danser autour d'eux 4 hommes enfermés dans les lanternes. » Wow. Dans les années 1812. 1812. Mais là, on a eu des cas modernes qui se ressemblent exactement à ça, là. C'est donc bien. Voir. C'est possible. Voir si les ovnis se partagent en plusieurs morceaux, et puis ils changent de forme, ils se divisent, ils se réagglomèrent ensemble. On en a eu des cas comme ça. Hey Gilles, l'Alcoute du Canada, là, c'est dans quel livre, s'il te plaît? Alors, je te redonne ça tout de suite. Donc, c'est un engrais. Parce que Relation des Jésuites dans la Nouvelle-France. Merci.
le volume 3. Page 34. Page 34. Oui. Exactement. Merci beaucoup, Gilles. Moi, je vais le trouver. Ah. Je peux être sûr que je vais... Alors, je sais pas si tu vas le trouver. Enfin, moi je sais qu'il est, il est sauvegardé à la Bibliothèque nationale de France, le site Richelieu, c'est-à-dire le site historique de la rue de Richelieu. Donc, faudrait que tu viennes en France pour le consulter. Ah, mais à l'université de Laval, au 5e étage, il y a les livres rares et je sais pas quoi, là. Puis, parce que Gilles, il va avoir de la probablement visite. qu'ils l'ont, eux autres. C'est parce que Gilles, il va avoir de la visite. Mais je crois qu'il y a eu une réédition plus récente façon de parler, à la fin vers 1860. Ah, d'accord. Bon, donc il est peut-être plus là, il peut ne pas être dans les livres vraiment rares. C'est déjà dans le livre ancien, certes, mais pas encore. Mais il est numérisé. Ce que tu m'as lu là, c'est quelque chose que tu as numérisé. Tu n'avais sûrement pas le livre. Disons que j'ai numérisé la page qui m'intéresse, mais non, il n'est pas numérisé. À l'époque, j'ai dû aller consulter ça aux Archives nationales en 1980. Ben, tu me surprends. La numérisation, excuse-moi, en 1980, personne n'avait jamais entendu parler du scanner. Parce que l'on parlait tantôt de mythes et de choses que l'on entretient. Tout le monde pense que ça a commencé avec Roswell, après ça avec Kenneth Arnold. Ici, Gilles, au lac Beauport, Arthur Matthews a fait atterrir un vaisseau-mère au lac Beauport, dans le nord de la ville de Québec, en 1941. C'est bien avant ça, là. C'est bien avant Roswell et compagnie, là. Vous avez un cas célèbre aussi en 1934, chez vous, ou 1929, je ne sais plus, qui avait été publié dans la revue du GEPA, donc Phénomènes spatiaux, chez nous. Dis-moi ça. Oui, c'est un cas assez intéressant, un cas donc de RR2, là. Ah, ouais. Le témoin qui était donc un agriculteur, je ne sais plus quelle contrée canadienne, mais francophone, avait vu passer quelque chose très très près de lui, juste au-dessus de lui, à quelques dizaines de mètres de lui. Mais... lumineux, etc. Avec une sorte de grillage au milieu, un truc grillagé au milieu, ça ressemble à des grillages en tout cas. Okay. Voilà, mais des cas anciens chez vous, il y en a pas mal. Ouais, mais ça aussi, là, tu vois, comme le fameux cas de 1897 en Californie, où ce que même Jacques Vallée dit que c'est des ovnis, je m'excuse. Moi, j'ai fait une recherche là-dessus, il faudrait que l'on en parle de ça, Carole, c'est un ballon dirigeable. À ce moment-là, là, les ballons dirigeables, même en France, parce que ça a probablement commencé là, puis après ça, les zeppelins, puis tout. Mais c'était une mode, là. Tout le monde avait des gros zeppelins qui se promenaient à travers le monde, là. Fait que la vague de OVNI 1897, je m'excuse, mais c'était des blips, là. C'était des ballons dirigeables, là. Il y a même un livre qui n'est pas connu, qui a été écrit là-dessus. Puis le gars, il prouve même que c'est un ballon dirigeable russe. Parce que tout le monde parle que ça l'a été vu en Californie, mais ça l'a été vu en Europe. Après ça, ça s'est dirigé... vers 1909, au début des années 1900, oui. Oui. Puis même 1897. 98, 97, même au Canada, on en a eu de ces ballons dirigeables-là. Oui, puis hier, Gilles, tu me parlais d'un cas, ce qui m'a... J'ai resté tellement bête. Tu me parlais d'une dame qui avait vu quelque chose, ou un fermier, et à un moment donné, ils se sont mis à entendre un son de machine à coudre ou quelque chose genre comparable à ça. Ah oui. Oui, ce que je disais, c'est que dans la vague de 1954 en France, qui a été quand même une vague énorme, hein, oui. Il y a eu plusieurs milliers, on a dépassé à mon avis les 10 000 cas recensés. Il y a eu un certain nombre, une majorité d'observations à haute altitude que l'on peut considérer pour une grande partie comme des confusions avec des météores, des météorites, des bolides, comme on dit. Il y a eu des cas bien sûr au sol. Il y a un certain nombre de cas au sol qui s'avèrent être des confusions avec les hélicoptères. Avec des hélicoptères, parce qu'à l'époque, les hélicoptères n'étaient pas très très connus, ni reconnus. On a un cas dans Lyon,
Rémi Fauchereau connaît très bien, le cas de Dige, où donc il y a eu 2 témoins. Même Charles Garot, ufologue de la première heure, considérait dès 1954 comme étant une confusion avec un hélicoptère. Mais il y en a d'autres, entre autres celui donc du témoin dans les Vosges, Monsieur Huchevary, qui donc voit quelque chose qui a atterri, je pense que c'était déjà au sol quand il est arrivé, il était à vélo, il voit quelque chose qui est au sol, qui est légèrement éclairé, et surtout il y a quelqu'un debout sur la route, il s'approche et il s'aperçoit que le gars est armé d'un revolver, il le menace, et lui parle en russe. Ah, étrange, hein? Il y a une coïncidence incroyable, c'est que Huchevary est d'origine, si je m'avais dit, tchèque ou polonaise, et il parle le russe. Donc il répond au gars en russe. Et quel échange est-ce qu'ils ont eu, ça? Il pose des questions, il lui dit quelle heure il est, je suis où, okay. Et l'autre lui dit, enfin le pilote de l'objet lui dit je suis en Italie, l'autre lui dit non, vous êtes à tel endroit, en France. Il lui dit vous mentez. Et l'autre il se sent un peu menacé parce que l'autre le braque avec son revolver. Ben oui. Puis en fait le gars, le pilote de l'objet s'en va, tourne les talons, remonte dans son objet, et l'objet décolle en faisant un bruit de machine à coudre. Ah, tiens donc. En fait, il s'agissait très vraisemblablement d'un hélicoptère russe. Ça se peut, hein? Qui prouvait que dans les années 50, les Russes pouvaient franchir les défenses américaines et aller atterrir en Italie ou en France de façon en toute impunité. Mais comme je dis, ça n'a rien d'étonnant. Que faisaient les Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale avec leur Lysander? Ils allaient bien atterrir au fin fond de la France sans que les Allemands puissent réagir de quoi que ce soit. OK. Ben, tu vois, comme donc, tout pays, ou comme là, ces derniers temps, ce matin, justement, avec Manon, je discutais d'un truc où il y a un pays où est-ce que c'est des pygmées, des noirs, en tout cas, je me sais pas c'est quoi, ils se promènent encore avec des bavettes à string. Là. Une île isolée. Une île isolée. Je ne sais pas, c'est où je m'en sais. En Papouasie. Oui, c'est ça. Le curé en Papouasie. Oui, c'est ça. Exact. Mais tu sais, tu vois, eux autres, j'ai vu des photos d'eux autres où un hélicoptère a été littéralement, mon Dieu, ils ont bombardé de flèches dans leur appareil. Oui, tu parles de ce qui se passe du côté de l'Indonésie avec qu'on appelle les... je sais plus comment ils s'appellent. Ben, t'imagines, pour eux, c'est quoi? Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. De toute façon, oui. Ces gens-là, ils ne veulent pas de contact avec la civilisation, donc voilà. Puis je les comprends. Voilà. On les appelle comme ça, les sentinelles. Des fois. Et en fait, ils veulent pas de contact avec la civilisation. Pourquoi? Parce que c'est un danger pour eux. Comme pour les Amérindiens, quand les Européens ont débarqué, on leur a filé toutes les maladies possibles et imaginables. Exact. C'est pareil. S'ils sont en contact avec les humains autres qu'eux, et puisqu'ils ne sont pas immunisés contre quoi que ce soit, ils risquent tous de mourir. Ben oui. Non, c'est ça. C'est comme ici, donc, hein. Ils ne veulent aucun contact. Effectivement, comme tu dis, ça peut... un hélicoptère, pour eux, c'est quelque chose de complètement hors de leur entendement. Ça, c'était dans le film de... Un insecte géant, qu'est-ce que ça représente? C'est ça, c'est vrai. Ça, pour eux autres, on est carrément... Ben, l'hélicoptère comme tel est un ovni, c'est un objet volant non identifié. Ils ne peuvent pas l'identifier, ils ne connaissent pas ça. Oui, bien sûr, ben voilà, exactement. Ça reste un ovni pour eux. Quoi. Mais j'ai Alain qui vient de me poser une question pour toi, d'ailleurs. Est-ce que toi, t'en as-tu déjà vu des ovnis? Alors, ce que j'ai pu voir, j'ai toujours identifié. Tu as pu l'identifier. Je suis désolé. Ben non. Arrête de penser que tu... Au moins 2 fois, j'ai vu 3 fois quelque chose. OK. J'ai vu en 73 ou 74, j'ai vu quelque chose passer au-dessus de chez moi. J'habitais dans la région parisienne. J'habite toujours dans la région parisienne, mais plus du tout au même endroit. Donc, j'habitais dans une banlieue qui s'appelle Vitry-sur-Seine. Et moi et mes parents et moi plutôt, on voit passer au-dessus de la maison une sorte de chose en forme d'olive. OK. Je veux dire, un truc ovale, quoi, en forme d'œuf, voilà. Un peu gris, qui se balance comme ça, et puis qui avance avec le vent. Oh, j'ai pas pu l'identifier tout de suite, mais à terme, en fait, c'était certainement un ballon sonde. OK. Ben oui, peut-être, hein. Et ça, ça c'est le premier. Après, donc, en 76, je suis arrêté sur le bord d'une route et on est deux dans la voiture.
Il a neigé partout. On est en janvier 76, c'est blanc partout. Bon, ça va vous faire rigoler, il y a 10 cm de neige. C'est joli quand même. Il n'y a rien là. Et donc, brusquement, dans le ciel, on voit un truc qui déplace à une vitesse fulgurante. Le noyau est vert et la queue est jaune. C'est splendide, les couleurs sont merveilleuses. J'ai jamais vu ça de ma vie. En quelques mois, je sais que c'est symbolique que j'ai vu. Mais au départ, j'ai cru que c'était un ovni. Un quoi, tu Ensuite, dis? la troisième fois, on l'a vu à plusieurs, on a même fait des photos. OK. On voyait, donc à l'horizon, on était en train de faire une veillée UFO, astro-UFO, comme on dit, à la fois astronomique et ufologie. On était quand même une bonne dizaine. Et on voit d'abord quelque chose qui s'allume dans le ciel, légèrement jaune-orangé, et qui descend vers l'horizon, ça disparaît. Et puis un deuxième, beaucoup plus orangé d'ailleurs, et un troisième aussi, pareil, et ça s'allume, et ça descend vers l'horizon. OK. Pas de bruit, rien, de toute façon ça paraît très loin quand même. Ben oui. On fait des photos, 2 photos, elles donnent vraiment quelque chose, hein. Il y a une empreinte, hein. Ça aurait été intéressant d'avoir un réseau de diffraction à ce moment-là. C'est pas le cas malheureusement. En fait, il m'a fallu plusieurs années, mais en fait, j'ai pu expliquer ce qu'on avait vu. C'est qu'on avait vu donc une patrouille de l'armée de l'air qui, à un moment donné, est passée en post-combustion. Pour remettre les gaz, pour prendre de la vitesse, ils allument la post-combustion, et donc ça a fait un jet de flammes à l'arrière du jet, et ça éclaire le ciel et les nuages. En fait, c'est ça qu'on avait vu, mais on ne pouvait pas le deviner comme ça. C'était vraiment très étonnant de voir cette chose. Donc, ces 3 choses successives. Afterburner. Mais... Ça s'appelle comme ça en anglais. Afterburner. Oui, en anglais. Burner. Ça se dit bizarre, c'est burner. 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 Parce que je connais du monde qui connaît ça juste sous ce nom-là. C'est pour ça que je précise. Ah oui. Voilà. Bon, chez nous, on dit post-combustion. Ah oui. C'est ça, après être brûlé. En bon québécois. Imaginez-vous donc, les gars et filles, on va retourner à la pause encore, mais une dernière fois. Mais après, Gilles... Vous pouvez dire à ceux qui font les publicités que c'est pas la peine de nous crier dans les oreilles, on n'est pas sourds. Mais après la... Je trouve franchement qu'ils parlent très très fort. Ben, on a passé une loi pourtant, c'est défendu maintenant que les publicités soient plus fortes. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit. C'est quoi, ça? Je sais pas. C'est Gilles qui met sa pause à l'autre bout. C'est-tu toi, Gilles? Ça doit. Il est parti en pause. Bon, ben oui. Ça, c'est bizarre. OK. Regarde, on revient tout de suite après. Ne manquez pas la suite. C'est ça, on revient tout de suite après la pause. On vient de vivre un moment exceptionnel que je qualifierais de peut-être pas paranormal, mais étrange pareil. N'est-ce pas, Gilles? Oui, c'est vrai. C'est bizarre parce que... Bizarre. Non, mais tantôt on te parlait, puis tout ce qu'on entendait, c'était une toune d'une femme française qui chantait, mais en fait, c'est pas toi. Non, c'est pas moi qui... Je ne suis ni une femme, je suis français, c'est vrai. Ni une femme, et je ne chante pas. Non, mais... Alors là, de toute façon, si je me mettais à chanter maintenant, il n'y aurait plus un auditeur. mais 2 minutes, quoi. Ils auraient tous raccroché, ils seraient allés voir un autre canal. Hein. Mais on s'est dit que tu nous avais mis sur pause, là. Ben oui. Ouais, parce non, que... pas du tout. Mais chez moi, ça tournait en mettant... une sorte... Oui, effectivement, moi, ça me mettait sur pause, en fait. Mais ça tournait comme si c'était coupé. Hein, donc, comme si on te rappelait. Mais ça ne marchait pas. C'est normal bizarre. Un méchant bug, oui. Parce que nous, ce qu'on entendait, c'était une toune. Je pensais que tu nous jouais un tour parce que tu venais juste de nous dire que la pub jouait beaucoup plus forte. Ouais. Et là, je me suis dit, ça y est, nous jouons un tour. Vous jouez des tours, je suis preneur de vous jouer des tours. Mais je pensais que c'est ça. Il y a aucun souci là-dessus. Okay. Je pense que je n'ai aucun doute aussi. Mais je pense... Petit coquin. Non, mais c'est assez quand même étrange. Mais tantôt, on disait que
Moi, il y a des cas que tu aurais démystifié, que je crois que ça n'a pas été annoncé comme quoi que c'était un fake. Tu m'en as parlé hier quand on a jasé. J'aimerais ça que tu le dises toi-même. Ah oui, donc tu veux que je te parle de l'affaire de la Giletière, c'est ça? Ah, une affaire la même, là. Voilà. Donc en fait, c'est un cas que... Donc en fait, il faut savoir qu'en janvier, février, mars 1985, il y a eu une mini-vague en France. Il y a eu, je sais pas, peut-être une 50aine d'observations. J'ai eu l'occasion d'en co-enquêter 3. Une à Bois-Colombes dans l'ouest de Bois-Colombes, je vais pas dire de bêtises, dans l'ouest de Paris, oui, c'est ça. OK. Une à Nanterre, toujours dans l'ouest de Paris, et une autre beaucoup plus au sud, à Saint-Étienne dans la Loire, donc c'est-à-dire dans les contreforts du Massif central. Là, c'était un cas assez complexe, c'est pour ça qu'il nous avait intéressés. Alors voilà, que j'explique en 2 mots ce qui se passe, de la part des vis-à-vis des témoins, qui eux observent. Donc ils sont dans un pavillon des années 70, donc c'est un pavillon qui est assez récent, il y a donc une quinzaine d'années. Oui. Donc il est équipé de grandes baies vitrées, parce qu'en fait ils sont sur un flanc de coteau très haut qui domine la vallée de la Loire. La Loire étant pas très loin de sa source à ce moment-là, elle est encore une petite rivière. Et donc, ils ont des grandes baies vitrées qui donnent vers la vallée. Et ils sont en train de fermer, il fait nuit, ils sont en train de fermer les volets roulants, hein, donc avec comment ça s'appelle, un truc tournant là pour descendre les volets, je sais plus comment ça s'appelle, une sorte de crémaillère, quoi. Oui. Voilà, une manivelle, ouais, c'est ça. Ma copine qui me dit ça derrière. Une manivelle. Et donc brusquement, pendant qu'ils sont en train de descendre ces volets, il y a un bruit énorme au-dessus de la maison, un truc qui fait trembler les vitres. Hein. Oh. Donc il relève les volets précipitamment et il voit quelque chose qui s'éloigne, une sorte de boule de lumière fluctuante qui s'éloigne. Et puis, alors c'est eux qui définissent comme ça, ils voient qu'elle se fixe dans le ciel très loin. OK. De l'autre côté de la vallée, mais très très loin. Et ils continuent à observer ce truc qui s'est fixé dans le ciel. Et ils s'aperçoivent qu'il dérive vers la droite. Ça va durer 25 minutes à peu près, avant que ce soit occulté par une montagne. D'accord. Donc voilà, ça c'est déjà la première partie. Ensuite, ils sont équipés d'une très vieille lunette de marine. C'est un truc historique, c'est un truc en cuivre et tout, superbe, qui doit dater du début du XXe siècle. OK. Donc le témoin principal, qui est un jeune homme qui a 16 ans, il y a sa famille, ses parents et sa grand-mère, et puis son frère ou sa sœur, je sais plus s'il avait un frère ou une sœur, je sais qu'il n'était pas fils unique. Hein. Donc c'est lui quand même le témoin principal, parce que il va regarder dans la lunette vers l'objet, dont l'objet, le phénomène qu'il a en face de lui, remplit complètement la lunette. Donc une fois qu'il a fait la mise au point. OK. Et donc il voit un truc orangé à l'horizon quand il regarde à l'œil nu, un point lumineux assez lumineux mais orangé. Et quand il regarde dans la lunette, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus pâle, c'est orangé mais très pâle. Et surtout que la première fois qu'il regarde, il voit des sortes de bulles ovales qui se déplacent à la surface de ce qu'il voit dans la lunette, de l'objet qu'il voit dans la lunette. Donc il appelle ses parents, sa grand-mère, il dit « Venez voir ce qu'il y a, venez voir ». Et eux, ils voient rien. Chacun passe devant la lunette, il ne voit rien. Donc il remet son œil à la lunette, et là, il voit autre chose. Il voit ce qu'il décrit comme une sorte de toile d'araignée. Ah. Il rappelle les gens, il dit « Mais regardez, il y a bien quelque chose ». Et eux, ils ne voient rien. Ben voyons. Donc c'est très étonnant. Donc il nous a dessiné tout ça, hein, bien sûr. Alors, bon, ça nous paraissait un cas assez étonnant, avec des indices d'étrangeté assez forts. Donc, ce qu'on fait le lendemain, après avoir quitté cette famille, après avoir enregistré, je crois qu'on a enregistré 3 heures d'audio, des dessins, récupéré des dessins, fait des photos, etc., fait des photos du lieu d'observation vers l'objet, qui est dans la direction de l'objet qu'ils ont vu, etc. On s'en va, le lendemain, on va faire une enquête de voisinage. Donc on commence par en bas de la rue où ils habitent, il y a un carrefour, il y a un café.
café, restaurant, bistrot, enfin voilà. Ouais. On va voir les patrons. On leur dit voilà, vous êtes au courant de ce qui s'est passé là-haut, les témoins. Oui, on a vu le journal. Mais nous, on a entendu le bruit énorme dont ils parlaient. Mais en fait, c'est arrivé au-dessus du café et c'est parti à gauche. Alors là, on a commencé à dire, c'est parti à gauche, vous êtes sûr? Oui, c'est parti à gauche. OK. Parce que les témoins, eux, ils disaient que le phénomène dérivait vers la droite. Vers la droite, Complètement à l'opposé, c'était très, très bizarre. Et en fait, on s'est aperçu que il fallait, et ça, il faut faire ça dans chaque enquête, il fallait prendre chaque phase du phénomène individuellement et savoir de quoi chaque phase était faite. OK. Et en fait, le bruit énorme qu'ils ont entendu, la boule de lumière fluctuante qu'ils ont vue, c'était un jet, encore une fois, hein, un avion de l'armée de l'air française, Oh. passé très bas, qui était en mission, et qui ensuite s'est enfilé dans l'axe de la Loire, de la vallée de la Loire. Donc il est remonté vers la source de la Loire. OK. Et en fait, ce qu'ils ont, eux, à un moment donné, en fait, l'avion a dû descendre un peu dans la vallée, donc ils n'ont plus vu, mais par contre, ils ont vu ce qu'il y avait en face, qui était dans le ciel. Et ils ont fait le rapport entre les deux. Pour eux, ce qu'ils ont vu passer, se déplacer, c'est ensuite fixé dans le ciel. En fait, ce qu'ils ont vu fixé dans le ciel, c'était Vénus. OK. C'est pour ça qu'elle a mis 25 minutes à dériver vers la droite et à disparaître à l'horizon. Ah, boy. Mais c'est un beau... Et après, alors après, bien sûr, ce qu'il a vu dans la lunette, ce sont deux choses qui sont intimes à chaque être humain. La première chose qu'il a vue, les petites les petites bulles ovales qui se déplaçaient à la surface de ce qu'il voyait dans la lunette, c'était ce qu'on appelle, et qu'on a tous, ce sont les corps flottants de l'œil. D'accord. On a tous ça dans notre œil, et des impuretés qu'on a dès la naissance dans notre œil. Ouais. Et quand on regarde une surface claire, on les voit se déplacer. C'est vrai. C'est comme une poussière, dans le fond. Oui. Comme une poussière, voilà. Mais parfois, ça donne des petites bulles. Et ça, c'était... Donc voilà, mais il n'a pas reconnu ça comme ça. Lui déjà, il était... Toute la famille était dans une sorte d'euphorie de quelque chose de mystérieux. Ah oui. Donc tu vois, il n'avait plus tout à fait la possibilité de cogiter clairement dans leur tête. Ça devenait tout de suite quelque chose d'extraordinaire, ce qu'ils voyaient. Oui. Et ce qu'ils voient ensuite, alors ça c'est quelque chose de plus rare, qui m'est arrivé une fois dans ma vie, mais qui a été découvert par Gilles Munch dans une revue médicale. C'est ce qu'on appelle la réfraction du fond de l'œil. D'accord. En fait, ce qu'il a vu, c'est son fond de l'œil, qui s'est réfracté sur l'oculaire de sa lunette. Ouais, Comme un ouais, miroir, En en fait, fait. tu vois ton propre fond de l'œil. Comme un miroir, en On fait. réfracte. Comme un miroir interne. Voilà. Exactement. Donc, la toile d'araignée, ça se trouve être l'intérieur de son œil. C'était son réseau de vaisseaux sanguins au fond de son œil. Alors, il faut féliciter les enquêteurs qui ont Oui. fait une sacrée belle job. Mm. Ben oui. Ah ouais, Ben oui. ça est parti, merci. Non, mais c'est vrai, ben oui. Écoute, Ouais. c'est ça. Mais, de toute façon, quand vous allez recevoir Éric Zurcher, il va vous en parler de ça. Oui. Chaque observation complexe, il faut phaser. Il faut prendre chaque phase individuellement, essayer de comprendre de quoi chaque phase est faite. Oui, c'est vrai. Et On le là, reçoit justement on a le ce 8. genre de stupéfaction de s'apercevoir en fait que chaque phase est individuelle, indépendante. Justement, Éric, C'est bon. Éric va être avec nous le 8 décembre prochain avec Gilles Thomas, Ah, c'est d'ailleurs. bien, ça. Mais c'est drôle, hein, parce que là, il faut que je fasse mention de quelque chose d'un drôle d'hasard ou d'adon. C'est juste drôle. Mhm. C'est que tantôt, ta ligne a coupé. Mhm. Et nous, ici, au même moment, 3 hélicoptères d'armée qui survolent la radio depuis tantôt. Exact, ça tourne Et ça en rond. tourne en rond et je viens de le filmer tout en t'écoutant parler. 3 hélicoptères en ligne, en formation triangulaire, puis ça, en très basse altitude. Ah, eh ben tiens, ça c'est intéressant ce que tu dis. 3 hélicoptères en formation triangulaire. Oui, Ouais. et à basse Tu sais altitude. que il y a plein de cas aussi plus récents. Je parle pas que de la vague de 54 là, mais des cas plus récents qui ont été étudiés par Éric Maillot. Je sais pas si vous connaissez, c'est ufologue, qui est De nom. astrophysicien. Oui, il me semble. Le nom, hein. Eh ben, en fait, on s'aperçoit que quand on a 3 hélicoptères, il faut que je raconte. Quand on a 3 ovnis dans le ciel, on a 3 points lumineux, 3
3 formes un peu sombres avec des lumières, etc. Oui. Il faut vraiment s'intéresser aux hélicoptères. Parce que un peu partout dans le monde, les hélicoptères, quand ils sont en patrouille, ils sont à 3. Voilà. Non? Qu'est-ce qui est patrouille de même? Moi, c'est peut-être une pratique, remarque. Puis notre œil, il cherche toujours à rassembler ce qu'il voit. Alors donc, pour certains, ça devient un ovni. Oui, ça devient un triangle. Voilà. C'est ça. Ça avait un objet triangulaire. Voilà, exactement. Le son était tellement fort que ça m'a attiré parce que malgré mes écouteurs, j'entendais, mais je pensais que c'était chez vous. J'ai tendu l'oreille en enlevant mon écouteur pour me rendre compte que c'était ici à côté. Donc, puis ils sont repassés. Non, pour calmer les gilets jaunes chez nous, on n'a pas encore appelé la Mais on les a filmés. Ils nous font écouter de la musique. Ils se débrouillent avec la police et les gendarmes. Ouais. Et voilà, exactement. C'est comme... Ils prennent du gaz lacrymogène, un petit peu, ça fait un peu pleurer, ça nettoie un peu les yeux. C'est comme Gilles Thomas m'a écrit en privé, justement, c'est de la censure, parce que tu parles de quelque chose, puis pouf! C'est pas la première fois que ça nous arrive, là, mais c'est drôle d'Adon, un drôle d'Adon. Mais j'aime autant en rire, en fait. Il n'y a pas d'hasard. Ouais. Mais tu m'as parlé d'un autre cas aussi avec des êtres nains qui avaient été vus avec des lumières. Pas des êtres nains. Non, ok, je pensais que c'était des nains. C'était justement un peu grand, quoi. Ok. C'était le cas du Malmont en 1900. Alors je pense que c'est 1973. J'ai pas, je travaille pas toutes mes archives quand je viens ici en Belgique. J'ai déjà un ordinateur devant moi et puis un certain nombre de clés USB et un disque externe, ça suffit largement. Oui. Mais bon, voilà, j'ai pas le document sur moi. Donc en fait, ça a été repris dans le 3e volume de Loeb et Gigi, donc OVNI Dimension Autre, donc de la série le dossier des soucoupes volantes. Il y a le dossier des soucoupes volantes, celui d'ailleurs, et puis OVNI Dimension Autre. Donc à la fin, il parle d'un cas qui s'est produit au Malmont. Donc au Malmont, je crois que c'est dans le Var, mais je suis pas certain. Enfin, c'est dans le sud de la France en tout cas, c'est sûr. Donc en fait, il y a des jeunes qui sont en observation, donc en veillée OVNI sur le Malmont. Alors sur le Malmont, il y a une comment ça s'appelle, une table d'orientation. Donc on sait à peu près discerner où est le sud et le nord, etc. Donc c'est pour ça qu'ils viennent régulièrement là, parce que c'est intéressant, il y a une belle vue, un panorama dégagé à 360 degrés, etc. Okay. Et puis à un moment donné, il y a ils sont venus avec 2 voitures, il y a un groupe qui s'en va, donc en voiture. Alors je pense que c'est ça, je suis peut-être pas tout à fait certain des détails quand même, Okay. Parce que c'est assez ancien. Et brusquement, dans la descente de cette montagne, de cette grosse colline en fait, il voit plusieurs êtres qui dévalent la colline et qui, dans la lumière des phares, sont, comment dirais-je, ils sont rayés de bandes lumineuses. Ok. Et ils ont l'air d'être casqués et entre autres avec une sorte de lumière sur la poitrine. Donc, voilà, les gens sont affolés, et puis ils les revoient une deuxième fois plus bas, mais un petit peu avec une description différente. Et puis surtout, ils voient à un moment donné un truc qui s'envole, une sorte de fusée qui s'envole. Voilà, donc le cas est rapporté comme un cas OVNI, il y a un dépôt à la gendarmerie, etc., etc. Ça, on est en 73. Donc, plusieurs années plus tard, dans les années 80, il y a un enquêteur français qui est malheureusement décédé en l'an 2000, qui était très connu, qui a fait un énorme bouquin qui s'appelle donc le premier rapport sur les rencontres rapprochées en France. Donc c'était Michel Figuet. Et donc Michel Figuet, sur une enquête, il doit donc aller dans une gendarmerie, dans le Gard, ou je ne sais plus exactement, ou à Draguignan, je ne sais plus. Bon, toujours est-il qu'il va dans une gendarmerie où il y a eu le dépôt d'un PV d'un témoin d'OVNI. Ok. Et le gendarme qui le reçoit lui dit « Ah, vous êtes Michel Figuet, j'ai quelque chose à vous dire. » Et il lui dit « voilà, le groupe du Malmont, j'en faisais partie. J'étais jeune à l'époque, j'étais pas gendarme. Et en fait, c'est nous qui avons fait un canular à nos petits copains, déguisés.
On s'est entouré avec des bandes réfléchissantes de chantier. OK. Les bandes blanches et rouges, là, ce qu'on appelle de la rubalise chez nous. Et en fait, dans la lumière des phares, la rubalise, bien sûr, ça réfléchit, ça devient lumineux. Absolument. Donc c'est ça. Puis il y en avait qui s'étaient mis des lampes torches sur la poitrine, derrière les rubans. Et donc ils les ont brûlés comme ça, quoi. Voilà. Et donc c'est resté malheureusement pour beaucoup un cas qui est un cas de rencontre du troisième type, alors qu'en fait c'est juste un canular. Moi, je trouve ça tellement niaiseux. Bon, Excuse, c'est mon opinion, mais perdre son temps comme ça. Là. Oui, puis en plus, les gens ne savent pas, ils se font avoir bien c'est un raide. sujet trop sérieux pour faire des c'est farces ça. là-dessus. Il y en a qui savent que quand tu vas justement en observation, je trouve ça niaiseux ce qu'ils font. Moi, ça me choque. Ben, moi, ça me choque. C'est un peu ce qui se passe chez nous au col de Vence. Hein. Ouais. Les gens, mais ils sont complètement naïfs, quoi. Ils viennent là, ils voient un truc qui se déplace dans le ciel. Il y a un truc qui m'a complètement sidéré, c'est qu'il y a eu une soirée d'observation organisée, mais vraiment organisée. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait de la pub dans le journal, etc. Okay. Et en fait, la personne qui était donc la conférencière, entre guillemets, sur le terrain, je crois que c'est bien, je crois bien que c'est elle, mais il faudrait que demander à Gilles Thomas, il pourrait confirmer. La personne disait, mais ça ne peut pas être des satellites, de toute façon, on ne voit pas les satellites de la Terre, ils sont trop petits. Ben voyons. Ben ouais, hein. Déjà, tu fais un petit peu d'astronomie, puis tu verras d'abord, hein, puis tu commenceras à parler ensuite. Puis plutôt que de dire des énormités comme ça. Quoi. Puis la Terre, elle est plate, puis ben voyons. Ben oui, ben oui. Aussi, ouais. Ouais. Voyons donc. Creuse au pôle. Comment tu fais pour dire qu'elle est plate d'un côté et qu'elle est creuse au pôle? Ben voilà. Cherchez l'erreur. Hey, il y a un problème, là. Ça va faire un trou, je suis désolé. Notre émission s'achève dans très peu de temps. Là, j'ai aussi en studio Manon qui anime aussi l'émission Codef 3.0. Manon, on va parler de quoi aujourd'hui à ton émission? Plein d'affaires. On va parler de toutes sortes de choses. On a une chronique écono-financière avec Olivier Malouin-Gagnon. Nous aurons une chronique science également avec Éric Péloquin. On va parler un petit peu de circulation. C'est le temps des fêtes et on va vous annoncer un scoop. Oh, ce qu'on a hâte. Ah, c'est bon ça. Yes. J'ai hâte d'entendre ça. Ne manquez pas ça. Hein? Oui. Alors, mais là, l'émission s'achève. Il ne nous reste qu'une minute. Donc, merci beaucoup, Gilles, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir accueilli sur vos ondes. Donc, je vous salue tous très chaleureusement de la part du SO et de ma part à moi-même. Et ma compagne qui est derrière aussi. Je vous embrasse. Gros bisous. Merci beaucoup à Manon, Manon Derry aussi d'avoir co-animé et avoir répondu au message. Ça me fait plaisir, Carole. Et merci à Jean Morissette. Ça fait plaisir. Puis merci, Gilles, pour l'immense travail. Bravo. Je t'en prie. Tu prépareras une batch de café, là, on s'en vient. Oui, on s'en vient. Oui, une bonne batch de café. On traverse... mais pas à la nage, dans nos canaux. On va faire aller notre marmotte. Oui. Vous allez y aller en aérobus? Là, on est écouté. Manon, elle a écouté l'émission de l'autre côté. J'ai l'impression, elle l'a entendu, celle-là. Alors, sur ce, je vous laisse. Bonne semaine à vous tous. La semaine prochaine, je vais recevoir Philippe Emmanuel Faure de Muffon, qu'on était censé avoir la semaine dernière, mais petit problème technique, en fait, on n'a pas pu le faire. Alors, suivez Codef 3.0 tout de suite après la pub. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous tous. Merci, Gilles. Bye-bye. Au revoir. À bientôt.